Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 10e épisode du Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir nul autre que Émile Sanson, un gardien de but de la Ligue junior majeure de hockey du Québec. En fait, le gardien de but numéro 1 de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et puis, comme vous le savez, certains me connaissent déjà depuis quelques temps. Je suis photographe depuis quelques années déjà au niveau photographie sportive. Et puis, j'ai eu quelques contrats avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et puis, c'est là que j'ai connu Émile Sanson à travers son parcours junior. Et puis, il y a vraiment un lien particulier qui nous a soudés, c'est-à-dire qu'on a quand même commencé notre carrière en même temps au niveau junior, moi en photographie, puis lui comme gardien de but. Et puis, ça a été vraiment spécial parce que j'ai vu vraiment ses tout débuts qui a commencé dans le hockey junior majeur à gravir tranquillement les échelons, à devenir gardien de but numéro 1 et puis aller en finale de la Coupe du Président. C'était vraiment incroyable comme moment. Puis, on en est revenu aussi pour les fans de l'Armada. On a abordé plusieurs sujets hyper intéressants avec Émile, tels que la finale de 2017-2018 à la Coupe du Président contre les Titans d'Acadie Batters. Et puis, on a également revenu sur son parcours général dans le junior majeur, également sur son parcours de Bantam aller jusqu'à aujourd'hui et également sur l'année prochaine, parce que si le hockey peut reprendre, comme on espère fort bien, le hockey universitaire dans son cas, parce qu'Émile va aller à l'Université de Moncton l'an prochain. Donc, son contrat est déjà signé, puis c'est vraiment très intéressant. Il va nous parler également de son programme qu'il va étudier en fait, et puis de sa vision de l'avenir, c'est quoi qui souhaite qu'il arrive en fait dans l'avenir d'Émile Sanson. Et puis également, on a parlé de toutes sortes de trucs qui s'est passé à travers son parcours junior, des choses un peu plus tristes comme ceux qui suivent un peu l'actualité du hockey junior. On a parlé du décès d'Alec Reed, malheureusement, qui était vraiment un événement d'une tristesse incroyable que j'ai vécu de près dans l'organisation de l'Armada, mais encore plus près pour Émile Sanson. Là, ça a été un moment marquant de son passage avec l'Armada. Et puis, je dédie d'ailleurs cet épisode à sa famille, la famille d'Alec Reed. C'est une très, très bonne famille. Puis, c'est très triste tout ce qui s'est passé. Et puis, on a aussi parlé de la tragédie d'Humboldt parce qu'il y a eu deux grosses tragédies durant le parcours au niveau du junior d'Émile Sanson. Ça a été des moments marquants pour lui. Quand on pense à un jeune, c'est des jeunes quand même, hein? C'est pas des adultes, c'est des jeunes adultes. Et puis, de 17 ans aller jusqu'à 20 ans, ben, c'est de vivre des grosses épreuves, là, de connaître une équipe comme les Broncos d'Humboldt, qui n'était pas nécessairement une équipe de la Ligue junior majeure de hockey du Québec, mais c'est une équipe de hockey junior, des gars qui ont la même âge que lui, qui voyagent en autobus de ville en ville, comme Émile Sanson faisait avec l'Armada. Et puis, c'est vraiment d'une tristesse incroyable ce qui est arrivé aussi à l'équipe. Donc, ça a été un volet un peu plus triste, mais c'était important qu'on en parle selon moi parce que c'est des moments marquants d'une époque. En fait, c'était des moments marquants pour un jeune, surtout à cet âge-là. Et puis pour les partisans également. Donc, on en a parlé, mais aussi on a parlé des moments très positifs de sa carrière, ces bonnes saisons qu'il a eues, des bons coéquipiers, ces relations qui ont aussi duré avec certains de ces coéquipiers-là, comment c'était d'affronter aussi des anciens coéquipiers. C'est toujours spécial quand on pense à des Charles-Antoine Giguère, des Thomas Hitti ou toutes les autres qui ont changé d'équipe par la suite de l'Armada ailleurs. Et puis aussi, on a abordé aussi les changements d'entraîneur. On a parlé de Joël Bouchard, de passer de l'ère Bouchard à l'ère Richardson. Ça a été quand même une époque, ça a été une approche différente, en fait, des deux entraîneurs. Et puis, ça a été très intéressant, les réponses d'Émile. Vraiment, j'ai découvert un jeune que je connaissais déjà, mais que je connais maintenant encore mieux et que je veux vous le faire découvrir davantage parce que ceux qui ne connaissent pas Émile Sanson, c'est un petit gardien de but de 5 pieds 8 pouces, 173 livres, mais vraiment un cœur, une détermination, du courage, de la persévérance. C'est vraiment le mot persévérance, c'est ce qui revient le plus quand on pense à Émile Sanson. C'est un gars qui s'est fait dire toute sa vie d'oublier ça, qu'il ne réussira pas, qu'il est trop petit. C'est maintenant des gardiens de but format plus grand, gros, qui sont sélectionnés. Il n'a jamais été repêché dans la Ligue junior majeure du Québec. Jamais. C'est un gars qui a eu une invitation seulement, Émile, au camp d'entraînement de l'Armada.
Et puis, on connaît la suite des choses. Ça a été incroyable, tout ce qu'il a vécu comme parcours. Une preuve de persévérance, une leçon de détermination pour tous. Et puis, c'est un podcast, comme je veux vous faire découvrir des gens, des parcours 100% Made in Québec. Et puis, je suis fier, en fait, de vous présenter ce parcours-là, Émile Sanson, dans le 10e épisode du Made in Québec podcast. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 10e épisode du Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui, j'ai le plaisir de revêtir mon chandail de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Très fier de pouvoir le porter à nouveau. Et puis, c'est de circonstance parce qu'aujourd'hui, je reçois le gardien numéro 1 de l'Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et puis, en fait, je l'ai connu à travers mes années comme photographe avec l'Armada. Et puis, c'est un parcours hyper inspirant, celui de Émile Sanson. C'est vraiment un petit gardien de but qui a le courage, la détermination, la persévérance, jamais abandonné. Il est surnommé la pieuvre, puis c'est pas pour rien. C'est vraiment quelqu'un qui a un parcours qui va inspirer les jeunes qui nous écoutent, mais également les plus vieux qui veulent avoir des gens inspirants. C'est le but du podcast, des gens Made in Québec comme Émile Sanson. Et puis, faire un petit résumé, un petit parcours de qu'est-ce qu'Émile Sanson a réalisé depuis le début de sa carrière. Écoute, Émile Sanson, c'est un gardien de but, 5 pieds 8 pouces, 173 livres. C'est vraiment hors norme pour un gardien de but, surtout de nos jours que c'est les gros gabarits qui sont privilégiés. Mais il a réussi à faire sa marque à travers tout ça. Il a parti du Bantam 2A dans la région de Lévis parce que c'est là qui est d'origine. Par la suite, au niveau dynamique, dans l'équipe des Dynamiques de Sainte-Foy, en fait, au niveau collégial, dans la saison 2016-2017. Et puis, par la suite, il a fait le saut avec l'Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et puis, ça n'a pas été évident. Il a fait son chemin tout le long avec l'Armada jusqu'à devenir gardien de but numéro 1 et un gros morceau de l'équipe. Et puis, là, aujourd'hui, le hockey est terminé au niveau junior. Il a fait le saut. L'an prochain, il va faire le saut, en fait, dans le hockey universitaire pour l'Université de Moncton. Donc, c'est une autre étape dans la vie d'Émile Sanson. Et puis, on va jaser de tout ça. On va en apprendre davantage sur qui il est, qu'on en apprenne plus sur sa détermination légendaire. Puis, on va apprendre à découvrir un beau personnage, Émile Sanson. Alors, merci, Émile, d'être parmi nous pour ce 10e épisode. Ben, merci à toi. C'est un grand plaisir de faire partie de ce podcast-là. Écoute, c'est la moindre des choses. Tu es tellement inspirant. Moi, c'est ceux qui ne le savent pas, en fait, là, on a un lien un peu. Pour moi, en tout cas, c'est particulier parce que j'ai commencé ma carrière comme photographe en même temps que toi, tu as commencé ton premier match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je t'ai vu arriver avec ton masque blanc à l'époque, avec aucune marque dessus. Tu étais tout nouveau, puis tu étais un peu le troisième gardien de but de l'équipe. Tu étais rappelé, tu partais, tu revenais. C'était un peu comme ça que j'arrivais aussi dans le hockey. Puis, tu sais, c'est spécial parce que je t'ai vu grandir, puis on a évolué en même temps jusqu'à moi, quand ça commençait à décoller, ben toi aussi, ça a décollé tes trucs. Puis, tu sais, j'étais tellement heureux de te voir réussir parce que t'étais un bon petit gars, puis tu apprends tellement vite, puis tu sais, tes coéquipiers t'apprécient. Je voyais tous les gars vouloir se rallier derrière toi, puis c'était vraiment inspirant à voir. Fait que c'est une des raisons pourquoi je voulais te recevoir comme premier joueur de hockey au podcast. Yes, on a eu vraiment du plaisir dans mes deux premières saisons juniors, là, surtout en série là, en 2018. Là, c'était vraiment une belle expérience. Puis je pense que tout le monde qui était là au centre d'excellence, là, on en avait des frissons rendus en finale, même en demi-finale. Puis je pense que c'est des expériences on peut justement se compter chanceux d'avoir vécu durant notre carrière, que ce soit de photographe ou de gardien de but. Là. Fait que je suis très reconnaissant justement d'avoir vécu ça là, avec l'Armada. Que tu fais bien de le mentionner. On n'a pas le choix de commencer en parlant. Là, cette fameuse saison 2017-2018. Écoute, ceux qui ont été, comme tu dis, au centre d'excellence Port-Rousseau à Blainville-Boisbriand, écoute, c'était incroyable. J'en parle, là, puis sincèrement, ceux qui voient de proche à la caméra, j'ai le poil levé sur les bras. Écoute, ça donnait les frissons. C'était 3200 personnes entassées. Les gens qui payaient pour être debout, pas de siège, entassés sur la rampe. Oui, on ne peut plus vivre ça en ce moment. C'est certain, là, mais écoute, c'était tellement génial de voir l'ambiance qui régnait dans le building, les estrades qui vibraient.
Je me disais, toi, comment tu l'as vécu cette saison-là, étant surtout ta première dans la Ligue junior majeure du Québec? C'était comment pour toi sur la glace en tant que gardien de but? Ben ça, premièrement, je pense que cette saison-là, pour ma part, c'était peut-être une saison pour m'adapter, là, surtout au début de la saison. Quand on commence dans une saison junior, mais quand on commence dans une nouvelle ligue plus forte, c'est sûr qu'il y a toujours une adaptation. Donc, au début de la saison, c'était un peu plus difficile pour moi parce que, je veux pas, le junior majeur à comparer du collégial, il y a vraiment une coche euh, au-dessus du collégial. Donc, c'était sûr que c'était difficile un petit peu au début. Puis, quand on joue junior, on a beaucoup de choses à faire. On a de l'école à penser, on est étudiant à temps plein, les entraînements, se coucher tôt, bien s'alimenter, tous ces petits détails-là, ben, au début, on n'est peut-être pas nécessairement habitué toujours de les faire 100% correctement collégial. Oui, on essaie de bien les faire, mais on n'est pas habitué au rythme de vie aussi élevé que ça dans le junior majeur. Donc, c'est sûr qu'au début de la saison, justement, comme je dis, c'était une adaptation, mais un coup que j'ai réussi à comprendre le rythme de vie du junior, je pense qu'à partir des fêtes, justement, j'ai pris mon air d'aller, puis c'est là que j'ai gagné en confiance parce que je savais ce qui me donnait du succès, puis je savais comment faire les choses correctement. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai compris ces choses-là, ben, c'est sûr que c'était plus facile de performer sur la glace, puis je pense que ça s'est reflété justement sur la glace, là, quand on s'est rendu plus loin en fin de saison. Là, mais non, c'est vraiment une période au début de la saison difficile, mais à la fin de la saison, là, je suis vraiment content d'avoir pris ce rythme-là. Là. Ben écoute, tu le dis tellement bien, c'est un Mhm. rythme qui s'est accentué de match en match. Tu sais, moi, j'avais des billets de saison que j'avais offerts à mes parents, en fait, puis à certains de mes amis. Puis mon père, qui n'était pas un partisan de l'Armada, qui avait vraiment pas vu beaucoup de matchs de hockey junior, mais c'était un fan de hockey, il avait eu l'occasion de venir voir l'Armada à plusieurs reprises cette saison-là, puis devenu un fan fini après ça. À chaque match, il était présent, surtout dans cette saison-là qui est incroyable. Puis toi, ça a été vraiment, tu étais son joueur préféré. Tu sais, quand il t'a vu, il s'est identifié à toi parce qu'un parcours qui n'est pas parfait dès le départ, tu sais, qui n'était pas prédestiné à devenir gardien de but numéro un. Puis tu as vraiment tracé ton chemin, tu as foncé tout le long. Puis, tu sais, c'était inspirant pour les gens des estrades, mais tu sortais vraiment, tu sais, du lot. Les gens te voyaient, tu sais, tu combats beaucoup devant le filet. Vu que tu es plus petit un peu, tu n'as pas le choix. C'est pas pour rien qu'on te surnomme la pieuvre. Comme je disais, tu n'as pas le choix d'être plus acrobate que les autres gardiens de but. Puis ça donnait vraiment des arrêts spectaculaires, puis ça l'inspirait tes coéquipiers aussi, puis ça augmentait encore plus l'ambiance dans le building. Fait que, tu sais, de voir vraiment, tu sais, ce que tu faisais sur la glace, c'était incroyable, surtout pour une première saison, parce que c'était intimidant, j'imagine, pour un jeune là, qui arrive 16-17 dans la Ligue junior majeure du Québec. Il y a beaucoup des adultes quasiment des adultes, en fait, là, 21 ans, qui jouent là-dedans des fois, puis c'est intimidant quand même. Là, fait que toi, comment tu te sentais avec ces gens-là plus vieux que toi à ce moment-là? Ben, c'est ça qu'au début de la saison, je prenais beaucoup d'exemples sur eux, parce que quand ça fait quelques saisons, je l'ai vécu cette année, que tu es dans la ligue, ben, tu sais plus comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qui te donne du succès, comment faire les choses correctement. Donc, c'est sûr que je m'inspirais beaucoup de ce qu'ils faisaient aussi au début de cette saison-là. Mais justement, comme j'ai dit, quand que j'ai su comment que, ça se passait junior, le rythme de vie, tout ça, Mhm. ben, je savais qu'est-ce qui me donnait du succès. Donc, j'avais pas à me fier sur les autres rendus justement en série. Je savais qu'est-ce qui me donnait du succès. Puis, je profitais du moment, justement. Je faisais les choses correctement. Puis, je savais que ça allait bien aller parce que je contrôlais ce que je pouvais contrôler. Puis, rendu là, on avait aussi une excellente équipe. Fait que j'avais pas nécessairement à me soucier de, de la performance de l'équipe. Moi, je contrôlais ce que je pouvais contrôler. Puis après ça, ben, c'est l'équipe justement qui performait. Puis je pense que c'est tout le monde en agissant comme ça qu'on a connu du succès. Puis, on a été très près de remporter la coupe à ce moment-là. Mais Un c'est sûr match. que c'est dommage quand je repense à ça d'avoir été si près, mais quand je vais repenser à ça aussi quand je vais être plus vieux, ben, je vais pouvoir en fait, je peux déjà me compter chanceux d'avoir vécu ce moment-là. Puis, si t'as à revivre, là, je leur vais. On joue au hockey justement pour se rendre à des moments comme ça. Peu importe dans le sport, je pense que la majorité du monde veulent jouer dans le sport pour performer puis arriver dans des grands moments comme ça. Puis, c'est ça que je suis le plus fier de mon parcours junior, c'est de m'être rendu là dès ma première saison surtout. Fait que non, c'est vraiment quelque chose que je pense que c'est un accomplissement que je peux être fier. Là.
Écoute, tu as raison d'être fier. Il y a peu de gardiens de but qui peuvent se vanter, surtout à leur première saison junior majeur, de se rendre à ce niveau-là, de se rendre en finale à, je pense que c'était quoi, un match ou deux, vous aviez été de la Coupe, là. C'est ça, c'était en match numéro 6 que ça s'est terminé, mais tu sais, ça a été vraiment un parcours qui a passé à un cheveu, c'est le cas de le dire. Moi, en fait, je veux qu'on revienne plus à ton début au niveau du camp d'entraînement de cette saison-là en question. C'était quoi? Est-ce que tu avais sincèrement des attentes? Je ne parle pas de devenir gardien de but numéro 1 de l'équipe, là, mais avais-tu des attentes de commencer la saison avec l'Armada? C'était quoi ton feeling, ton feedback que tu avais eu de l'équipe à cette époque-là? Non, c'est ça, définitivement. C'est sûr qu'en tant que joueur invité aussi au niveau junior majeur, on est toujours, sans dire que on part avec un petit pas de recul, mais c'est à ce moment-là, je pense que c'est à toi de faire tes preuves. Puis, quand que je suis arrivé à ce camp d'entraînement-là, il y avait déjà les 2 autres gardiens qui avaient déjà fait l'équipe l'année dernière, puis Mhm. c'était vraiment, j'arrivais pas dans l'optique, oui, je voulais performer, puis je me disais, moi, dans ma tête, c'est une opportunité dans la vie là, que j'avais à saisir. Puis, si ça finissait pas que je faisais l'équipe, ben, au moins, j'allais pouvoir tirer quelque chose de positif de cette aventure-là. Donc, je suis arrivé au camp d'entraînement cette année-là, dans une optique justement que j'ai une opportunité puis que je vais juste faire le meilleur de ce que je peux contrôler. Ouais. C'est pas nécessairement, je pense pas qu'il faut que tu arrives avec des attentes hors du commun parce que c'est peut-être là des fois que c'est plus difficile à manager ces attentes-là. Mais quand tu arrives dans ta tête et que tu te dis, ben gars, je vais contrôler ce que je peux contrôler, puis il adviendra ce qui adviendra. Puis je pense que c'est dans le bon état d'esprit que je me suis présenté justement à ce camp d'entraînement-là. Puis ça s'est bien terminé parce que justement, j'ai fait l'équipe. Mais non, c'est ça, je pense que ce camp d'entraînement-là, il avait bien été justement à cause de mon attitude et de mon mindset un peu dans lequel j'étais avant d'arriver à ce camp d'entraînement-là. Je pense que c'est ça aussi que Joël Bouchard, à l'époque, il avait aimé de comment j'avais performé dans ce camp d'entraînement-là. Là, je ne me mettais pas trop d'attentes, mais je voulais vraiment laisser une bonne impression puis m'amuser. Fait que je pense que c'est ça qui a ressorti ma passion pour le hockey. Là. Puis je pense que Ah oui. quand on est passionné de quelque chose, justement, ben c'est là qui nous donne du succès. C'est ça qui nous donne du succès, là, en fait. Là. Je pense que la passion puis le dévouement de son sport ou bien de son activité qu'on fait, là, ça passe bien avant le talent puis ces choses-là. Là, s'il y a un gars talentueux qui arrive puis qu'il n'est pas nécessairement sa tâche puis qu'il ne montre pas qui est dévoué à faire ce qu'il veut, ben, je pense que ça enlève un peu de l'intérêt envers l'employeur ou bien envers le coach, justement, parce que tu te dis à un moment donné, quand ça va arriver dans les moments difficiles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout s'écraser. Je pense que c'est plus quand on est passionné que justement, dans les moments difficiles, on a tendance à, à step up puis à justement vouloir se sortir des situations difficiles. Là. Tellement. Puis écoute, c'est Mhm. c'est spécial d'entendre un gars de 21 ans dire ça parce que c'est des leçons de vie que souvent on apprend plus vieux, vraiment à une trentaine d'années avancées, qu'on entend des gens nous parler de cette façon-là. Puis c'est vraiment inspirant de t'entendre dire ça parce que c'est bien dit, c'est la passion qui nous détermine. Puis tous les invités que je reçois à vos podcasts à date depuis le début que j'ai reçus ils sont tous du même avis. C'est la passion qui les a guidés, c'est la passion qui a fait en sorte qu'ils ont réussi à accomplir ce qu'ils ont réussi à accomplir. Dans ton cas, tu n'avais pas le choix d'être passionné par ton métier, tu n'avais pas le choix d'être que ça se reflétait dans tes performances aussi, ta passion, le fait que tu t'es amusé en arrivant à ce camp d'entraînement-là aussi. Comme tu dis, tes coéquipiers et Joël Bouchard l'ont remarqué à ton début. Puis, il y a un bout aussi que je pense que c'est important de mentionner parce que toi, tu n'as pas été repêché dans la Ligue majeure du Québec. Tu as été vraiment invité au camp d'entraînement. Fait que, tu sais, quand on dit un parcours qui est vraiment parsemé d'embûches, Ouais. quand tu es repêché en 7e ronde dans la Ligue majeure du Québec, tes chances de faire la Ligue sont déjà très, très minces. Même 3e, 4e ronde, c'est un projet que l'équipe espère développer. Mais là, dans le cas d'un gars qui est invité à un camp d'entraînement, c'est une opportunité, puis rendu là, tu as saisi ou tu Ouais. passes par-dessus, puis toi, tu as vraiment steppé up, puis tu as directement saisi l'opportunité. C'est vraiment le cas de le dire. Oui, ouais, exactement. Je pense que aussi, tous les parcours, peu importe qu'ils soient faciles, il y a des parcours plus faciles que d'autres dans la vie, mais peu importe les parcours que tu as, je pense que pour arriver à tes objectifs, il va toujours avoir, peu importe le parcours, des embûches. C'est sûr qu'il y en a qui en ont moins que d'autres, Mm. mais je pense que c'est justement le fait d'être passionné qui t'aide à traverser ces embûches-là parce que justement dans ces parcours-là, quand il y a des embûches, puis que c'est ça, comme j'ai dit tantôt, que tu n'es pas trop passionné, ben, ça devient plus un peu une tâche au lieu d'être un Mm. désir de vouloir faire les choses.
Exact. Mais c'est tellement vrai. Puis, tu sais, c'est ça que les gens oublient souvent. Tu sais, j'entends beaucoup de gens, surtout en ce moment, dire, ben, tu sais, le sport n'est pas nécessairement une priorité, tu sais, avec la santé et tout ça. Puis, c'est tous des trucs qui sont hyper importants, effectivement. Mais le sport, ça forme des athlètes, ça forme des hommes. Puis, dans ton cas, tu sais, tout ce que tu nous enseignes en ce moment en termes de, je peux dire, inspiration, puis tout ce que tu as appris part du sport en quelque sorte. Puis, la force de caractère que tu as développée aussi, la confiance en toi que tu as développée, écoute, tu as vraiment réussi à franchir des limites puis des barrières qui étaient quasiment inatteignables à un certain moment, puis que, en fait, peu de gens y croyaient vraiment au projet Émile Sanson, puis il y a eu Joël Bouchard qui a cru, puis il y a surtout toi qui a cru. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on connaît la carrière que tu as connue avec ça. Là. Oui, exactement. Puis, tu sais, justement, je pense que si je veux continuer dans le hockey, je vais encore avoir des barrières à franchir. Puis que je pense que justement, il n'y a pas encore beaucoup de monde qui croit que je suis capable de les franchir. Mais tu sais, moi, je crois que je suis capable J'y crois. de les franchir. Puis je pense que justement, en commençant en franchissant quelques-unes avec le hockey junior, ben, je pense que justement, il y en a quelques-uns qui commencent à croire en moi, mais c'est pas assez justement, je pense, pour me rendre au prochain niveau, puis justement jouer professionnel. Mais moi, je suis convaincu que je suis capable de livrer la marchandise à ce niveau-là, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui croient que je suis capable. Mais rendu là, ça va être à moi de le prouver puis de continuer à travailler dans les objectifs que j'ai. Puis tu sais, si je veux vivre de ma passion, en fait, c'est ça mon rêve, ben, je vais devoir justement franchir ces barrières-là. Puis tu sais, continuer à travailler puis à faire les petits détails que ceux-là qui ils sont pas passionnés ou ben, que ceux-là qui ont plus facilement ça que moi, ben, de continuer à faire ces petits détails-là que ceux-là qui les font pas, justement, que ça va faire la différence au bout de la ligne. Là. Ben, c'est ça, puis c'est ce qui forge en fait ton caractère. Tu sais, il y a des gardiens de but qui l'ont facile. Souvent, on entend tu sais, des gars-là qui ont peut-être un meilleur gabarit, qui sont repêchés en première ronde, mais qui ont fait patate dans la Ligue nationale, qu'on n'a jamais entendu parler. Puis c'est quoi qui s'est passé? C'est qu'ils n'ont jamais eu d'embûche, puis ils ont toujours eu le succès escompté au niveau junior. Puis dès qu'ils arrivent dans la Ligue nationale de hockey, ben, ça fait, ça fait patate encore. Donc, tu sais, c'est ce qui a fait en fait que toi, je pense, ton caractère, tout ce que tu as appris dans le junior majeur fait en sorte qu'aujourd'hui, ça devient, c'est Émile Sanson carrément. Là, c'est la carrière que tu as connue au niveau junior. C'est vraiment tout ça qui a bâti ce que tu es devenu aujourd'hui. Puis je suis pas inquiet, moi. Dans ton avenir, là, je suis vraiment pas inquiet. Je suis convaincu qu'au niveau universitaire, on va entendre parler d'Émile Sanson. Puis au niveau Ligue américaine, peut-être même par la East Coast League, tu vas le voir passer par là, mais si c'est ça le chemin que tu as besoin de faire, ben, je pense pas que tu vas, tu vas avoir peur de ça non plus. Non, définitivement. Puis, tu sais, je pense que justement, les embûches, certaines embûches-là, ben, je pense que ça forge un caractère. Puis moi, je commence déjà à le ressentir, là, mais c'est ça, c'est quelque chose qui me motive aussi et qui me donne du gaz. Là, tu sais, c'est vraiment c'est motivant, je pense, là, tu sais, voir que ces affaires-là, mais non, c'est vraiment le fun. Ben écoute, tu le dis très bien. C'est carrément ça. C'est que c'est le fun d'en avoir. C'est tout le temps des challenges de plus que le sport t'apporte aussi. Tu sais, dans ton cas, c'est des challenges supplémentaires à chaque étape de ta carrière. Et là, tu es rendu au niveau universitaire. C'est quoi vraiment l'avenir selon Émile Sanson en ce moment pour toi? Hum? J'ai- L'avenir pour toi, en fait, c'est quoi que ouais, c'est où tu le vois dans 5 ans, dans 10 ans? ouais. C'est quoi selon toi? Ben, c'est sûr que, tu sais, justement, je travaille, je passe par l'universitaire parce que c'est plus difficile de faire le saut du junior quand tu es de ma grandeur, là, de passer du junior majeur, justement, au professionnel. Fait que je passe par l'universitaire, tu sais, c'est plus un tremplin. Puis en même temps, universitaire, ben, je vais pouvoir récupérer mon diplôme au cas où que, tu Très sais, bon. ça ne marche pas, puis je vais avoir un plan B. Mais c'est sûr qu'ultimement, mon but d'après mon parcours universitaire, ben, ça va être de sauter vers le professionnel le hockey professionnel. Puis, tu sais, il y a plein de belles options je pense, qui sont offertes en Europe, puis même en Amérique du Nord, c'est un peu plus difficile à percer, mais en Europe, surtout, il y a de belles options. Puis, ça va être un de mes buts ultimes de pouvoir jouer professionnel, puis même, on ne sait jamais atteindre la Ligue nationale, mais tu sais, c'est sûr que c'est difficile, mais je pense que ça, c'est un de mes rêves. Puis, si je continue à croire en ce que je fais, ben je pense que tu sais, ça va être difficile de ne pas atteindre ces buts-là parce que moi, dans ma tête, j'ai un objectif, puis ça va être ça justement que je veux atteindre. Fait que, j'espère justement jouer professionnel puis gagner ma vie avec le hockey. Mais ça, c'est l'avenir qui va me le dire. Puis justement, mon niveau de dévouement, mais je pense qu'en ce moment, c'est vraiment ça que je souhaite faire dans la vie. Donc, c'est quelque chose qui est positif. Là.
Écoute, tu l'as très bien dit, ton dévouement, puis tu sais, Mhm. c'est ça que ça va t'apporter justement le hockey. Ça va faire que tu vas le garder tout le long de ta carrière, puis tu sais, peu importe ce que tu vas entreprendre, tes études vont être utiles aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent les études au niveau du sport, je peux dire sport-études carrément. Là. Il y en a beaucoup qui vont miser plus sur le sport, espérer avoir une carrière, puis on sait qu'il y a un certain pourcentage minime, mais toi, tu continues d'y croire, mais surtout, tu mises sur tes études pour au moins avoir un plan B et un plan A dans les deux cas. Là. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Après ma carrière universitaire, ben, je vais avoir mon diplôme. Puis, tu sais, l'administration, c'est quelque chose que je vais étudier en administration à l'Université de OK? Moncton. Donc, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Donc, ça, c'est un plan B, je pense, que je dirais que, tu sais, il est quand même positif pour moi parce que Ah oui. si jamais ma carrière de hockey, tu sais, c'est sûr que ma carrière de hockey, justement, elle va terminer un jour. Puis, c'est quelque chose que aussi l'administration, ben, je suis passionné. Donc, mon père, il a une compagnie, puis c'est toujours quelque chose tu sais, qui m'a interpellé un petit peu. Donc, un coup que ma carrière de hockeyeur va être terminée, ben, c'est quelque chose que je vais entreprendre avec un autre engouement. Mais c'est sûr que le hockey me passionne encore plus que l'entrepreneuriat, mais je pense que c'est un plan B qui est positif pour moi parce que peu importe ce que je vais faire dans la vie, je pense que ça va être un domaine que je vais être passionné. Puis j'espère réussir aussi là, avec cette passion-là. Donc oui, c'est ça. Comme tu disais, en fait, Émile, ton père a une entreprise. C'est dans quel secteur exactement, en fait? Il fait des armoires sur mesure, là, des meubles sur Oh, mesure. Donc, tu sais, il va installer dans les maisons. Ben, c'est pas lui qui va installer, là, mais tu sais, il gère sa compagnie. Puis, tu sais, ils font vraiment des armoires de cuisine, salle de bain, puis ces choses-là dans les maisons, puis industrielles aussi. OK. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment le côté entrepreneurial qui m'intéresse, c'est que ce soit dans ce domaine-là ou bien dans un autre domaine, ben, tu sais, ça m'intéresse. Donc, c'est sûr que là, je vais commencer un petit peu à travailler avec la compagnie probablement de mon père euh, cet été. Donc, c'est sûr que je vais pouvoir avoir une petite expérience dans le domaine administratif. J'ai déjà un peu travaillé avec lui, mais pas nécessairement dans le côté administratif de son entreprise. Mais j'ai vraiment hâte d'essayer de commencer ça et tout ça. Euh, c'est quelque chose justement qui, comme je t'ai dit tantôt, là, qui me passionne. Ben écoute, c'est super qu'au moins, tu as, un après-carrière qui est déjà dessiné, qui peut t'intéresser. Tu as déjà un plan, au moins, ce que peu d'athlètes souvent pensent à faire aussi. Puis toi, au niveau de l'entrepreneuriat, parce que c'est une autre des facettes du podcast qu'on essaie de parler. On parle d'entrepreneuriat, on parle de sport, mais on reçoit aussi des parcours inspirants comme toi. Au niveau de l'entrepreneuriat, est-ce que c'est quelque chose que depuis que tu es tout jeune, vraiment, tu as comme tu sais, que tu te vois peut-être reprendre l'entreprise familiale ou c'est quelque chose qu'avec les années, peut-être dans les dernières années, ça t'est survenu un petit peu plus? Ben, en fait, depuis que je suis tout jeune, je pense que j'ai toujours eu ce côté-là entrepreneurial. Tu sais, j'aime pas contrôler les choses, mais tu sais, ça, c'est un peu mal dit, mais Non, non, c'est correct. tu sais, j'aime ça que, tu sais, justement, que les choses soient bien faites, puis tu sais, que ça aille dans la bonne direction, tout ça, que ce soit, tu sais, pas une entreprise nécessairement, mais que, tu sais, à ce niveau-là. Mais c'est sûr que dans les dernières années, ça s'est plus développé, mais c'est quelque chose, justement, que je pense que j'ai ça en dedans de moi depuis que je suis tout jeune. Là. Ben oui, puis en plus, c'est le comparatif avec le gardien de but. Ben, le gardien de but contrôle un match à lui seul, puis l'entrepreneur, ben, il contrôle son entreprise. Fait que c'est peut-être un lien. Écoute, on va revenir un peu dans le hockey. C'était quand même bien intéressant que tu en parles. Je n'étais pas au courant de ce côté-là de toi non plus. En fait, ce que j'ai toujours que j'ai remarqué en fait à travers les statistiques de ta carrière, c'est que tu as toujours été pas mal constant, je te dirais, là, au niveau Bantam, au niveau par la suite quand tu es tombé dans la Ligue junior majeure du Québec aussi, ou au niveau collégial. Ça a quand même été un parcours que tu as toujours gardé des statistiques assez constantes aussi. Est-ce que c'est des choses que les recruteurs t'avaient mentionnées, c'est-à-dire en te voyant, est-ce que tu as commencé à écarquiller certains yeux au niveau Bantam malgré ta grosseur? Est-ce que tu avais eu déjà des gens qui s'intéressaient dû surtout à tes bonnes statistiques que tu avais? Ben, je pense pas quand que j'étais jeune que c'était quelque chose justement que les recruteurs regardent parce que les statistiques Ouais. en jeune âge, justement, à Bantam, c'est pas nécessairement toujours bien calculé. Non, mais elles sont Mais impressionnantes. C'est pour ça. Mais c'est ça. Mais depuis que je suis junior, je pense que j'ai beaucoup travaillé aussi avec notre entraîneur des gardiens de but, Maxime Vaillancourt. Puis, tu sais, ça m'a aussi aidé beaucoup à travailler sur la constance. Puis, maintenant, tu sais, dans le hockey, c'est beaucoup, surtout chez les gardiens de but, les Mm. entraîneurs puis les directeurs de hockey, ils cherchent beaucoup la constance chez les Ben oui. gardiens de but. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'ai travaillé de rentrer dans les parties puis tu sais, d'avoir toujours le même mindset. Puis, tu sais, avec des points clés, que c'est plus facile justement d'être constant. Donc, je pense que c'est quelque chose que je suis fier aussi
je pense que si tu regardes mes statistiques de mon junior aussi, match après match, je suis souvent très constant. Effectivement. Dans mon hockey junior, j'ai souvent été très constant, que ce soit année après année ou match après match. Donc, c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup la constance, mais justement, je suis fier d'avoir pu livrer ces résultats-là. Là. Ouais, puis on s'entend qu'au niveau junior, c'est pas évident parce que tu sais, il y a beaucoup de buts qui se marquent dans le junior majeur aussi. Là, c'est pas rare de voir des matchs de 10, 12 buts même. Il y en a eu cette année, quelques-uns. Puis quand tu affrontes une équipe qui. Parce que dans le junior majeur, c'est un cycle, hein, c'est de 4 ans. Puis souvent, on a une équipe comme avec l'Armada en 2017-2018 qui est boostée à bloc. Mais l'année d'après, tu as une équipe en reconstruction. Fait que c'est un cycle. L'équipe en reconstruction, quand elle affronte une équipe qui est gonflée à bloc, ben ça peut créer des 10-0, des 10-2. Puis un Émile Sanson qui est dans le filet, ben, il peut bien faire des miracles, là, mais c'est pas toujours évident non plus. Fait que ça peut fausser quand même la donne. On a vu, tu as eu des statistiques incroyables à ta première année junior, mais tu avais une équipe aussi incroyable devant toi à ce moment-là. Là, la deuxième année, c'était une équipe qui était en reconstruction, semi, je peux dire, reconstruction à ce moment-là. Puis, c'est sûr que là, c'est au niveau statistique, c'est clair que c'est un peu plus difficile. Là. La défensive a été déconstruite totalement aussi devant toi. Fait que, ça doit pas être évident non plus parce qu'on s'entend que comme gardien de but, les postes sont limités. Tu sais, un attaquant qui est, mettons, petit format, exemple, un Martin Saint-Louis qui n'a pas été repêché, ben, ou un David Dernay peut espérer graver les échelons dans la Ligue nationale, la Ligue américaine, la East Coast, quoi que ce soit. Puis, tu sais, de faire son chemin tranquillement, pas vite, parce qu'il y a beaucoup de postes quand même comme attaquant disponible. Mais comme gardien de but, tu en as 2 ou 3 par équipe. Fait que, tu sais, les postes sont plus limités. Comment, toi, tu te sentais à ce moment-là de voir que oui, tu as eu une bonne première saison, mais là, tu étais dans une équipe en reconstruction, puis toi, il faut que tu te fasses voir parmi tout ça. C'est sûr qu'au début de la saison, à ma deuxième saison junior, c'était pas nécessairement. On ne savait pas trop dans quel cycle qu'on s'embarquait, mais je pense qu'au début de la saison, on se C'était pas voyait clair. qu'on allait pouvoir performer, mais au bout de la ligne, je pense que ça n'a pas, à notre deuxième année, l'année dernière, donc ça n'a pas vraiment tourné comme on le voulait. Puis là, c'est là qu'au fight, là, on était vraiment jeunes. Je pense qu'on avait 12 ou 13 à 19 ans, donc c'est beaucoup dans le niveau junior, là, autant de 19 ans que ça. Donc, Ouais. il a fallu qu'il échange beaucoup de joueurs pour rajeunir l'équipe, mais à ce moment-là, ça a tombé en même temps que mon opération la saison dernière. Ah oui, c'est Donc, vrai. ça a été une autre épreuve que j'ai dû affronter, mais c'est ça, là, j'ai su quand même bien me sortir de ça. Tu sais, j'étais bien entouré durant mon opération la saison dernière, quand on a justement rajeuni l'équipe en même temps un petit peu. Puis, j'étais bien entouré par le physiothérapeute, puis tout ça. Puis, les coachs, ils me faisaient vraiment, ils me donnaient vraiment confiance à la prochaine saison, qui était cette saison-ci, dans le fond. Là. Ah, puis ta Puis, blessure a tombé à un mauvais moment. En plus, ouais, tu avais le vent dans les voiles, ta saison ouais, allait bien, tu avais connu une autre, tu sais, la saison précédente, tout avait super bien été. Là, ta blessure est arrivée un peu avant le temps des fêtes de mémoire, en début de ouais, saison. ouais, Puis c'était quoi? C'était au niveau du genou, si j'ai une bonne à mémoire? l'épaule. À l'épaule, OK, non, c'est ça. Mais c'était quand même important comme blessure. Là, c'est gardien de but à l'épaule. Tu peux pas Mhm. te déplacer. Ben, tu peux pas, en fait, bouger ton bras comme il faut. Là. Comment tu as vécu ta longue convalescence? Parce que ça a été très long, ça aussi. Le temps que tu reviennes, t'avais-tu peur d'être plus que comme tu étais juste avant ta blessure? Ouais, ben c'est ça, c'était vraiment difficile au début, là, surtout de l'accepter parce que tu peux pas. Surtout quand que j'étais dans l'environ de la chambre parce que je pouvais pas justement Hmm. embarquer sur la glace. C'était long là, Ouais. parce que c'était 6 mois de, de réhabilitation. Donc, surtout les premiers mois, là, c'était difficile parce que je voyais mes coéquipiers justement être sur la glace, mais moi, je pouvais pas justement embarquer sur la glace et les aider à gagner des matchs de hockey. Mais je me disais que je voyais au long terme, puis je pense que c'est ça qui a payé justement de faire tous les petits détails durant l'opération, puis tout ce que le physio ou ben, l'entraîneur des gardiens me disait, les petits détails que je pouvais conserver, même si c'était pas des choses que, par exemple, les gardiens de but, c'est important Les jambes. d'avoir les yeux, travailler les yeux, avec, on dit tracking, là, mais justement travailler les yeux pour pas que ça, parce que ça se détériore, là, la qualité que tu vois les rondelles, puis mettons les balles. Donc, je faisais un petit peu, je travaillais avec mes yeux, puis je faisais des exercices que notre entraîneur des gardiens disait, puis je m'étirais aussi beaucoup pour justement que quand je revienne, ben, que ces choses-là, je les avais pas perdues. Puis, je pense que c'est ça qui a été payant beaucoup cette année aussi parce que, quand je suis arrivé au début de la saison, ces choses-là que normalement, quand quelqu'un qui se fait opérer et qui ne fait pas nécessairement tous ces petits détails-là, ben, il revient, mais il n'est pas à 100% comme il était avant. Donc, ça lui prend une période d'adaptation. Mais moi, dès au début de la saison, ben, j'étais prêt. Puis, ces petites choses-là, ben, je les avais faites pour justement le début de la saison. Puis, je pense que ça l'a paru là, au bout de la ligne. Là, même si Ouais. justement, comme j'ai dit, que c'était difficile au début
les faire parce que justement, je voyais pas nécessairement, je voyais les choses dans longtemps, mais je devais les faire pour justement le début de la saison. Puis au bout de la ligne, je suis vraiment content de les avoir faites parce que ça allait faire toute une différence. Là. Ben oui. On a vu carrément ta qualité de ton jeu est arrivée à point. Ça paraissait pas que tu avais manqué non plus un long moment. Puis j'étais là à ce premier match-là en question quand ta première victoire, en fait, suite à ta blessure. Puis j'ai vu la réaction de tes coéquipiers. C'est important de le dire que tu es resté vraiment dans l'entourage de l'équipe. Tu es resté présent. Je te voyais dans le corridor entre avant d'entrer dans le fond, entre le vestiaire puis la patinoire directement. Puis à chaque match, tu étais là, tu étais présent, tu encourageais tes coéquipiers. Puis je pense que tu étais une inspiration pour chacun de tes coéquipiers aussi. Ils savaient bien que c'était pas facile. 6 mois rester à l'écart du jeu. Puis toi, tu as vraiment continué à garder un bon moral, une bonne, je peux dire, un bon coéquipier, comme un bon coéquipier sait faire. Puis, lorsque tu as gagné ce match-là en question, je me souviens d'avoir vu la réaction de tes coéquipiers à te prendre par le casse, le sourire, comme la satisfaction que tu as de voir un de tes coéquipiers qui traverse tellement un long chemin pour revenir là. Il y avait comme je te voyais soulagé aussi. Je pense que ça te faisait du bien de voir que tu étais encore capable de gagner un match dans la Ligue junior majeure de hockey du Québec. Ouais, c'est sûr, c'était vraiment, ça, le début de la saison surtout, là, c'était vraiment le fun de justement reprendre aussi que j'avais laissé quand je m'étais avant de me faire opérer, justement. Puis non, c'était vraiment plaisant de justement de pouvoir gagner des matchs de hockey puis savoir que tous ces petits détails-là, ils ont payé au bout de la ligne. Même si c'était pas nécessairement agréable toujours de faire ces petits détails-là, mais justement, j'étais vraiment content là, au début de la saison quand je voyais que la machine était repartie. Là. Ben oui, puis c'est bien que tu le mentionnes. Puis, tu sais, si on pense aussi à ta deuxième, comme on disait, la deuxième saison avec l'Armada, c'était pas clair non plus, comme on disait tantôt, là, pour revenir un peu là-dessus, c'était pas clair où est-ce que vous en étiez parce que, tu sais, vous aviez 2 gros joueurs vedettes qui étaient Alex Barré-Boulet puis Alexandre Alain qui avait quitté, qui était devenu dans la Ligue américaine, en fait, de hockey. Puis là, ben, c'est vos 2 plus gros joueurs que vous perdez, mais vous aviez encore des Joel Teasdale, des Samuel Bolduc. Vous avez quand même des gens Katerina Kiss, que vous pouvez bâtir sur eux. Puis des jeunes aussi, comme Luke Edmond, qui prenait de l'âge, qui était encore plus mature. C'est toi qui devenais encore plus mature et prête pour la prochaine saison. C'était pas clair. Ben, je me souviens qu'à ce moment-là, on se parlait un peu entre partisans de l'Armada, puis on se disait qu'est-ce qui va arriver avec cette saison-là? On a quand même perdu 2 gros morceaux, mais sur papier, on est encore compétitif pour aller loin en série. Mais qu'est-ce qui a fait que finalement, je comprends peut-être la décision de l'organisation aussi, là, mais ça n'avait peut-être pas levé autant qu'on pensait, je dirais. Là, il y a quand même, il manquait de quoi peut-être ces 2 éléments-là aussi. Là. Mais à l'interne, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé aussi pour qu'on en arrive à liquider le club? Ben, je pense que cette saison-là, comme tu dis, sur papier, on était vraiment. Je pense qu'on avait une bonne équipe. On aurait pu rivaliser, mais je pense que quand on regardait justement les performances, on n'était pas toujours constant. Puis, contre les on grosses jouait équipes. pour environ 500. Donc, c'était pas nécessairement. Quand tu as ce rendement-là, puis que, on avait beaucoup de 19 ans aussi. On avait, comme j'ai dit tantôt, on avait 12, 13, 19 ans. Donc, l'année suivante, si on n'avait pas entamé cette construction-là, cette année, en fait, si on n'avait pas entamé la construction de 2 ans, pour cette année, ça aurait été très néfaste parce que, justement, je pense qu'avec 12 ou 13, 19 ans comme ça, de perdre, ben, déjà l'année dernière, quand on a échangé ces 19 ans-là, ben, les plus jeunes qui sont rentrés, ils ont pu prendre de l'expérience. Puis je pense que ça a été bénéfique cette année parce que justement, cette année, il y avait plus d'expérience. Ils savaient comment, comme moi, justement, à ma première saison, j'avais plus de difficultés à m'adapter. Ben, ces jeunes-là qui se sont adaptés à l'année dernière, ben, cette année, ben, ils ont déjà pris les rythmes et ils savaient comment ça fonctionnait le junior. Donc, c'est vraiment ça qui a été bénéfique au bout de la ligne. Oui, on aurait peut-être, à ma deuxième saison, on aurait peut-être pu faire un bon performer un petit bout de chemin dans les séries, mais je pense que pas autant que l'année précédente. Donc, je pense que c'était la chose à faire. Là. Pierre Coutier a fait un excellent travail avec Bruce aussi, là, de rajeunir l'équipe. Puis, ça a été, je pense qu'à long terme, ça a été payant à court terme cette année, mais à long terme aussi, là, dans l'année prochaine ou l'autre année suivante, ils vont voir que je pense que ce rajeunissement-là, il va être vraiment payant pour l'Armada. Puis, le hockey junior, comme tu disais tantôt, c'est un cycle. Fait que, je pense que justement, avec ces changements-là, c'est vraiment positif. Oui, puis le cycle de l'Armada, en fait, n'a jamais vraiment paru. Puis je dirais que l'Armada, c'est toujours, je dirais, un cycle de 2 ans. Mettons, on est comme dans un cycle de 4 ans qu'on est dans le mi-classement, mettons, juste un peu plus haut.
puis après ça, on est très fort. Tu sais, c'est toujours, il n'y a jamais qu'on a descendu dans la cave carrément à être une des 3 pires équipes de la Ligue. Là. C'est un peu ce qui garde aussi, parce qu'on est quand même dans la région de Montréal, qu'on le veuille ou non, c'est des partisans qui veulent encourager une équipe qui est gagnante aussi. Il y a des partisans fidèles qui sont là, tu sais, quand on pense à des Michel, des Arsenault, tu sais, les gens qui sont présents depuis les tout débuts. Il y en a des fans finis de l'Armada, mais il y a aussi une bonne communauté, comme on a vu quand ça allait un peu moins bien. Les assistances ont baissé. Il y a aussi quand ça allait très bien, c'est tout le temps plein. C'est un peu comme avec le Canadien, qu'on le veuille ou non, c'est le même marché. On n'a pas le choix, il faut avoir une équipe compétitive sur papier. Puis comme tu dis, tu fais bien de le mentionner, c'est que les gens qui ne comprennent pas, c'est qu'il y a une limite de joueurs de 20 ans qu'on peut avoir dans une équipe de hockey junior majeur. Puis je pense que c'est 3 joueurs peut-être, 2 ou 3. 3. Fait que, tu sais, tu as 3 joueurs de 20 ans par équipe. Fait que là, si tu avais 13-19 ans, ben, l'année prochaine, tu as 13-20 ans. T'es pères pour absolument rien, tandis que ces gars-là ont beaucoup de valeur pour des équipes. On pense à des Thomas Etier ou des Charles-Antoine Giguère, qui ils ont eu beaucoup de valeur, ou Rémy Gallard qui a pu avoir poursuivre sa carrière ailleurs, mais il y a des équipes qui ont payé un bon prix pour aller chercher ces joueurs-là par la suite parce qu'ils étaient compétitifs. Puis de toute façon, comme tu le dis, ben, les grosses équipes étaient encore plus fortes. On pense aux Voltigeurs de Drummondville qui avaient une équipe incroyable à cette époque-là. Fait que tu te dis, est-ce que je suis capable de rivaliser contre eux? Clairement qu'il y a une série 4 de 7, ça risque de faire mal. Fait que, de toute façon, ça a été bien comme transition parce qu'aujourd'hui, vous êtes compétitif. Puis l'année prochaine, l'Armada va être très dangereux, effectivement. Oui, Et on a exact. du hockey. Ouais, Oui, c'est ça. On l'espère. Au niveau, on parlait un peu de certains joueurs que vous avez connus à travers l'Armada. Il y a une question peut-être un peu sensible que je vais te parler. Là, tu me vois peut-être venir, là, mais dans l'échange de Rémy Gallard, l'Armada avait acquis Alec Reed, qui est un bon petit gars aussi qu'on a connu avec l'Armada. J'imagine que c'est un moment difficile que tu as connu aussi naturellement avec ton passage avec l'Armada. ouais. Comment vous l'avez vécu à l'interne, cette crise-là? Parce que ceux qui ne connaissent pas l'histoire, là, Alec Reed est décédé subitement d'une crise d'épilepsie, dans le fond, là, carrément. C'était une maladie qu'il avait déjà. Puis, c'est ça. On salue sa famille, d'ailleurs, s'ils sont à l'écoute. Mais comment que vous avez vécu ça à l'interne? Ça a dû être spécial. Ouais, c'est sûr, c'était vraiment difficile les premiers jours, surtout. Là, je pense qu'on a eu vraiment beaucoup de peine. C'est pas quelque chose que on est tous habitués là, de vivre ça. Je pense que il y en a surtout aussi que c'était leur première fois de vivre un deuil. Donc, c'est sûr, c'était vraiment. On a eu vraiment beaucoup de peine, mais je pense que il faut passer au travers de ça. Je pense que lui, c'est ça qu'il aurait aimé aussi. Donc, on s'est vraiment, je pense que ça a vraiment rallié l'équipe. Puis, je pense qu'on a bien aussi, on a fait des belles cérémonies justement pour lui Ah là, au ouais. centre d'excellence ou bien justement à Châteauguay là, quand on s'est rendu là pour justement l'honorer tout ça. Puis, c'est vraiment difficile. On a eu vraiment beaucoup de peine, mais je pense que c'est quelque chose qui nous a vraiment réunis. Puis, Alec, il va toujours être dans nos cœurs à tout le monde, mais c'est ça, c'était vraiment difficile au départ. Là, mais je pense justement, là, l'Armada, ils ont bien fait ça de faire une petite cérémonie pour lui, puis ça a été vraiment bien fait. Fait que non, c'est quelque chose qui a été très difficile, mais au bout de la ligne, là, je pense que c'est quelque chose qui nous a vraiment rassemblés. Oui, parce que faut dire aussi dans ton parcours avec l'Armada, il y a eu, en fait, il y a eu la tragédie d'Alec Reed, là, qui a été vraiment une tragédie incroyable, mais il y a eu aussi la tragédie des Broncos d'Humboldt que vous avez vécu aussi. C'est pas des gens que vous connaissez très bien, parce que c'est une équipe de hockey junior qui est dans l'Ouest canadien, mais c'est quand même spécial tu dois avoir un sentiment spécial parce que vous voyagez en autobus constamment. Là, tu vois des gars qui ont ton âge, puis j'imagine que ça doit être un peu traumatisant en tant que jeune d'une équipe de hockey junior majeur. Comment que vous l'avez vécu, ça aussi, à l'interne, les gars, comment que vous étiez par rapport à tout ça? Ben, c'est sûr que cette année-là, justement, tu te dis, crime, ça pourrait nous arriver à nous, là, on ne le sait jamais dans la vie. Ça remet les choses en perspective, puis tu te dis, crime, il faut que tu profites de la vie. On ne sait jamais demain qu'est-ce qui peut arriver ou bien dans 1 heure qu'est-ce qui peut arriver. Fait que là, c'est à partir de ce moment-là que moi, je me disais vraiment, je me compte chanceux, surtout que on était rendu en deuxième ronde des séries. On le savait justement qu'on allait probablement se rendre loin en série. Donc, c'est vraiment là que j'ai réalisé les choses, de me dire, Crime, profite des séries, profite de ce qui te passionne, t'es dedans, là, puis tu vas t'en rappeler toute ta vie. Donc, c'est là vraiment que j'ai réalisé ça. Mais c'est sûr que le deuil d'Alec a été beaucoup plus difficile à vivre parce que Ah oui, c'est quelqu'un qu'on côtoyait à connaissiez. chaque jour.
c'était notre ami. Pour certains, c'était leurs meilleurs amis, tout ça. Fait que, c'était un deuil qui était vraiment difficile à faire, à comparer les Broncos. Je pense que la tragédie de Humboldt, je pense que c'est vraiment on a pris conscience des choses. Ça nous a vraiment shaké un petit peu, mais pas autant. Alec, là, c'était vraiment difficile à accepter. Là, puis, Alex, c'est Un vraiment. coéquipier. C'est un coéquipier que tu vois partir du jour au lendemain. Puis je pense, je salue Samuel Desgroseilliers aussi, là, que c'était son meilleur ami carrément. Puis de voir, il a traversé beaucoup de choses avec lui. Ils se connaissaient depuis leur enfance. Puis là, tu as ce coéquipier-là. Toi, tu l'as connu pendant pas trop longtemps non plus, Alec Reed, parce que vous étiez adversaires. Mais par la suite, il y a eu l'échange, je pense, qui est au mois de janvier, si j'ai une bonne mémoire, là, pour Émile Gueulard. Fait que c'est arrivé au mois de mars. Fait que, vous avez quand même eu 3 mois temps plein ensemble, ce qui est beaucoup là, dans une vie d'un jeune. Mais quand tu vois ton coéquipier comme Samuel Desgroseilliers qui carrément fond en larmes, j'étais sur la glace durant une cérémonie, puis j'avais le moton. Sincèrement, c'était un des moments les plus touchants que j'ai vus de ma vie. Je n'imaginais pas pour vous à l'interne. Ouais, c'est ça, c'est un deuil. Puis, on a eu vraiment beaucoup de peine, mais l'Armada nous a très bien encadrés pour vivre ce deuil-là. Puis, comme j'ai dit, c'était difficile, mais on s'en est tous sortis ensemble. Veux pas, un deuil comme ça regroupe vraiment beaucoup les personnes qui sont impliquées. Puis, c'était vraiment quelque chose de difficile à vivre. Là. Effectivement, mais tu l'as bien dit, en fait, l'Armada vous a très bien encadré. Je l'ai vécu aussi à l'interne, comme que je dis. Puis, sincèrement, l'Armada a été excellent. Je le lève mon chapeau là-dessus, que ce soit avec les Broncos Humboldt, avec Nick, qui avait eu des très bons flashs pour la cérémonie, ou que ce soit également avec, par la suite, toute l'organisation, vraiment, c'était rallié derrière la famille d'Alec Reed. Puis, même cette année aussi, on a commémoré, c'est un peu spécial, là, mais 2 semaines avant que tout ça lâche, on a réussi à commémorer d'une très belle façon aussi la mémoire d'Alec. Puis, sincèrement, je salue la famille et tout, l'organisation de l'Armada pour tout ça. Parenthèse plus triste terminée, là, mais comment tu as vécu aussi, il faut qu'on parle de la crise parce que là, les gens qui ne connaissent pas trop comment ça se passe, là, mais ça arrive le 11 mars, on apprend que le coronavirus est au Québec. Le 12, on n'a plus le droit de rassemblement de moins de 250 personnes. Et le 13, on apprend que c'est 50 personnes et moins. Donc, les organisations, toutes hockey junior majeur ou professionnels, n'ont plus le droit de pratiquer le sport. Et là, on pense que c'est peut-être pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois maximum, mais les séries vont reprendre de toute façon au mois d'avril-mai. Puis là, finalement, on apprend quelques semaines plus tard, tout est arrêté. La saison est cancellée dans la Ligue junior majeure de hockey du Québec. Pas de Coupe Memorial pour la première fois à 100 ans. Comment toi, tu as vécu ça, surtout sachant que c'est carrément tes adieux. C'est terminé pour toi dans le junior majeur? C'est ça, comme tu dis, les premiers jours, justement, je me disais, ben, c'est pas grave, ça va juste me donner du temps un petit peu pour voir ma famille parce que durant la saison, j'ai pas nécessairement le temps beaucoup de les voir. Mais c'est plus que ça avançait, plus que je réalisais que crime, il y avait des chances que la saison soit annulée. Puis justement, quand ça a été annulé vers la fin mars, ben, ça a été difficile à accepter parce que il faut que tu mettes un peu une croix sur ta carrière. Ben, il faut que tu mettes une croix sur ta carrière junior. Puis du jour au lendemain, moi, je pensais que j'allais pouvoir vivre une dernière fois les séries de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, mais c'est quelque chose que j'aurais pas la chance de revivre. Mais la vie, elle s'arrête pas là. Puis comme plusieurs le disent, il y a des choses plus importantes que le sport. La santé, c'est beaucoup plus important. Donc, c'est quelque chose qui je me disais que d'un autre sens, que c'est quelque chose pas qui me consolait, mais que je me disais que moi, il y en a qui meurent à chaque jour de ce virus-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Puis, c'est sûr que ça a été difficile à accepter. Puis, c'est encore difficile à accepter aujourd'hui, mais la vie continue. Puis, il y a d'autres choses qui m'attendent. Donc, je ne suis pas stressé avec ça. Ah, parce qu'au moins, tu as réussi à vivre un beau parcours dans la Légion majeure du Québec. Tu as quand même eu, t'as touché en fait aux séries éliminatoires puis à la finale. Fait que, au moins, c'est pas comme si tu dis c'était ta dernière, tu n'as pas eu de chance d'aller en finale, puis tu espérais y aller. Là, au moins, tu as réussi à accomplir un peu ton objectif, même si tu n'as pas soulevé la coupe. Mais c'était quoi ton feeling par rapport à la saison actuelle? Parce que sincèrement, l'Armada n'était pas un des favoris. On s'entend là-dessus pour remporter la coupe. Là, on pense aux Saguenayens, à tout plein d'autres clubs qui avaient vraiment ou le Phoenix de Sherbrooke, carrément, qui avait un club incroyable sur papier. Mais l'Armada était sincèrement surprenant. Pas parce que je vous couvrais comme photographe, là, mais vous étiez
vraiment en progression. Les jeunes ont progressé très rapidement. Je pense que l'équipe de Bruce aussi, Richardson, ont fait un très, très bon travail. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a pogné autant que ça en deuxième moitié de saison, malgré que vous étiez départis comme de Samuel Bolduc et d'autres joueurs? Là? Je pense que c'est vraiment la chimie. Surtout en deuxième saison, on a réalisé qu'on pouvait surprendre beaucoup d'équipes. Puis de la façon qu'on jouait aussi, même si on n'avait pas l'équipe avec le plus de talent, je pense que tous les gars, ils jouaient un pour l'autre. Puis ce qu'on faisait, c'était pour le gars qui était assis à côté de nous. Donc, ça fait une grosse différence à comparer d'une équipe justement qui c'est plus un petit peu individuel. Donc, ça a vraiment fait une différence que la chimie opère. Puis aussi, on jouait de la bonne façon. Les gars, en première moitié de saison, c'était plus difficile, je recevais un peu plus de lancers, mais en deuxième moitié de saison, on limitait les chances de marquer. Puis, on jouait mieux défensivement aussi. Puis, on marquait plus de buts, fait que c'était plus facile d'accumuler des victoires. Puis non, vraiment, la deuxième saison, on dirait qu'on était sur la deuxième moitié de saison, on dirait qu'on était sur un nuage. C'était vraiment c'était beau à voir. Là. Ah, c'était impressionnant, sincèrement. Là, moi, je n'avais pas pu couvrir le début de votre saison. Puis quand je suis arrivé en deuxième moitié, je me suis dit, wow, c'est quoi qui se passe ici? Là? Moi, je m'attendais à une équipe en reconstruction. Puis là, je voyais une équipe crinquée à fond puis qui surprenait le Phoenix dans certaines rencontres, qui disputait des matchs serrés contre l'Océanique ou toutes des équipes qui étaient supposées en fait vous battre assez facilement. Puis c'était pas ça du tout qui arrivait. Sincèrement, je trouve, c'est à vous que j'ai pensé dès le début de la pandémie. Je me disais, ah, il y a des gars comme toi, surtout que c'était la fin, là, mais je me disais, quel genre de parcours que vous auriez eu en série, on ne le saura jamais, mais c'est frustrant, puis j'imagine pas pour vous à quel point que ça doit être fâchant, voyant tous les efforts que vous aviez donnés aussi dans cette saison-là. Ouais, c'est ça, on travaille toute la saison justement pour des moments comme les séries. On se prépare toute la saison en tant qu'équipe pour justement faire un bout de chemin en série. Puis là, il restait 4 ou 5 matchs à la saison régulière. Puis on arrivait, il se restait une semaine à la saison régulière, puis après ça, on arrivait en série. Donc, c'est vraiment décevant de mettre un trait aux séries éliminatoires. Mais je suis quand même fier du bout de chemin que j'ai fait dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec. Puis c'est quelque chose que justement, je vais être fier toute ma vie puis que je vais pouvoir justement dire à mes enfants plus tard que j'ai accompli cette réalisation-là. Là. Ah oui, il y a peu de joueurs de hockey au Québec qui peuvent se vanter d'avoir joué dans cette ligue-là aussi. C'est une ligue qui est de très haut calibre. Puis, il y a plein de grands joueurs, quand on pense à des Mario Lemieux, c'est Nick Crosby qui ont parcouru, qui ont passé par là aussi. Et puis, j'ai une pensée aussi pour Alexis Lafrenière, que je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais ça reste un joueur qui va dominer dans la Ligue nationale un jour ou l'autre, qui domine déjà dans la Ligue junior majeure du Québec. Et puis, que c'était son année d'éligibilité. Un gars de Saint-Eustache qui allait être repêché probablement premier au total, je vais dire overall, là, mais premier au total sur scène au Centre Bell en plus, dans sa ville. Tu sais, tu rêves à ça toute ta vie. Là, tu as la chance que ça donne que le repêchage est au Centre Bell cette année. Malheureusement, ça va se passer par téléphone ou via Zoom. C'est un peu, pour tous ces joueurs-là qui vont être repêchés, c'est spécial puis c'est un peu plate en même temps aussi. Moi, je pense que peu importe dans le niveau du sport, peu importe les catégories ou peu importe les situations, chaque situation de chaque personne, je pense qu'elle est très différente, mais tout le monde va avoir des effets néfastes de la crise, même dans peu importe le sport. C'est très rare qu'il y a des gens justement qui pratiquent le sport à haut niveau qui vont se sortir bénéfiques dans une situation positive de ça. Je pense que la majorité des sportifs vont être plutôt ça va être plutôt négatif, comme par exemple les joueurs juniors de 20 ans avec leur carrière, Alexis Lafrenière, ou bien tous ces petits détails-là. Aussi, mettons, par exemple, dans la Ligue nationale, c'est les contrats. Donc, peut-être que, mettons, certains joueurs auraient plus performé en série cette saison, puis auraient pu signer cet été un contrat de plus grande envergure. Puis là, ils n'ont pas la chance justement de performer en série et de prouver leur valeur. Puis là, ils vont signer un contrat un petit peu plus, un peu moins élevé. Mais c'est tous des petits détails comme ça que je pense que c'est rare les sportifs de haut niveau qui vont sortir bénéfiques de cette situation-là. Mais c'est sûr qu'il y en a qui vont être ils vont en tirer plus d'effets néfastes que d'autres, mais au bout de la ligne, je pense que c'est comment tu vas te relever de cette épreuve-là qui va être important pour chaque personne. Justement, puis c'est comme en revenant sur ce qu'on a dit tantôt, c'est surtout, je pense, les passionnés puis ceux-là qui sont dévoués pour leur sport qui vont s'en sortir plus facile de cette situation-là. Mais j'ai bien hâte de voir justement quand ça va reprendre, si ça reprend dans les prochains mois. Là.
Ça va être spécial. Tu sais, comment toi tu le vois justement, cet avenir-là, le hockey 2.0 suite à la crise du coronavirus? Comment toi tu penses que ça va être en fait? Est-ce qu'il va y avoir des partisans? Est-ce que ça va être, allez-vous porter des full visières, tu sais, des visières complètes? Là, ça va, ça va être bizarre, mais comment toi tu penses que ça va être? J'ai hâte de voir justement avant l'arrivée d'un vaccin comment ça va être, mais définitivement, tu sais, dans la Ligue nationale ou dans la LHJMQ, je pense pas que tu sais, il va pouvoir avoir des grandes foules d'ici l'arrivée d'un vaccin parce que tu sais, la maladie est mortelle. Euh, mais justement, j'ai hâte de voir comment ça va tourner. Tu sais, même les universités à Montréal, là, ils ont annulé leur session. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui est très difficile à envisager, tu sais, une saison junior avec des partisans. Mais tu sais, je ne sais pas comment ça va être géré, mais ça va être quelque chose de vraiment particulier qu'on a de la misère à voir. Là, mais justement, quand les saisons juniors vont reprendre, je pense que c'est quelque chose qui est important que les partisans continuent quand même à encourager leurs équipes parce que les équipes juniors, justement, il y a certains marchés qui ont de la difficulté justement à continuer à survivre. Mais justement, je pense que ça va être avec l'appui des partisans puis la présence des partisans que les équipes vont pouvoir continuer à faire vivre le rêve des jeunes joueurs de hockey. Puis, tu sais, j'espère de tout cœur qu'il va y avoir un vaccin dans les prochains mois, prochaines années. Mais si on veut que le sport professionnel ou le sport professionnel reprenne avec des foules, là, parce que ça va être très difficile d'envisager le sport le sport avec des foules quand il y a justement un virus mortel. Oui, effectivement. Puis on dirait que c'est encore plus difficile pour tout partisan de sport d'imaginer pendant une seconde le sport sans partisans. Tu sais, Ouais. tant qu'à disputer des matchs à huis clos, sincèrement, là, c'est d'un pour les photographes, c'est bizarre parce qu'on n'aura peut-être pas de job non plus. S'il n'y a pas de partisans, mais on n'a pas plus le droit d'y aller. Tu sais, ça va toucher à beaucoup, beaucoup de milieux, toute cette pandémie-là. Puis on espère, tu sais, que vraiment les athlètes vont pouvoir continuer de performer parce que, tu sais, s'il n'y a pas de sport pendant un an, pour un athlète professionnel, pas compétitionner pendant un an, c'est de lourdes pertes, surtout pour un jeune de votre âge. C'est un retard dans l'apprentissage, dans la progression. Puis pour certains, c'est carrément le chant du cygne qui sonne. Fait que, tu sais, on espère sincèrement que ça ne durera pas trop longtemps là, parce que ça va avoir des grosses, grosses répercussions. Là, mais comme tu dis, on souhaite le vaccin au plus vite. Non, c'est clair. Là. Puis, tu sais, justement, des équipes comme la Ligue nationale de hockey, ils ne peuvent pas survivre justement juste avec les frais avec les revenus de diffusion télévisée. Là. Il faut qu'il y ait des partisans. Donc, tu sais, Ah ça ouais. va être quelque chose à suivre vraiment les prochains mois parce que, tu sais, il y a des marchés justement qui vont avoir de la difficulté à survivre, mais ça va être vraiment quelque chose qui est intéressant à suivre. Oui, puis ce que j'aime aussi dans cette pandémie-là, c'est qu'il y a des belles histoires quand même qui ressortent de tout ça. Tu sais, c'est pas juste des effets négatifs, là. Il y a quand même des choses positives, il faut le dire aussi. Puis tu sais, on entend que peut-être les Nordiques pourraient être avantagés par tout ça. Tu sais, comme toi, tu viens de la région de Québec aussi. As-tu espoir que pour tes Nordiques, ça soit peut-être un effet positif, que des marchés comme peut-être la Floride, Phoenix, la Caroline vont. Tu sais, on sait que les propriétaires ne perdent pas d'argent peut-être en ce moment dû à leur club, mais ils ont tous d'autres business aussi en ce moment qui Mhm. perdent de l'argent. Fait que peut-être ces propriétaires-là n'auront pas le choix de dire, regarde, je laisse aller mon équipe puis je la déménage à Québec. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se réaliser? Ah, j'ai aucune idée, mais c'est sûr que ça serait quelque chose qui serait intéressant. Là. Moi, un gars que, tu sais, au centre Vidéotron, j'étais à peu près à 20 minutes du centre Vidéotron, donc c'est sûr que ça serait quelque chose de particulier de pouvoir assister à des matchs de la Ligue nationale en étant justement à Lévis ici, là, de pas être loin, je suis pas loin du centre Vidéotron. Donc, ça serait plaisant de pouvoir compter sur une équipe de la Ligue nationale à Québec, mais c'est pas quelque chose justement que je tiens à tout prix, là, mais ça serait vraiment, ça serait le fun. Tu as grandi à quelques minutes du centre Vidéotron. Est-ce que toi, tu as, déjà, j'imagine, rêvé de jouer pour les remparts plus jeune? Ouais, C'était c'était quand comment j'étais d'affronter les ouais, remparts au début dans ouais, un chandail inverse? quand j'étais jeune, justement, j'allais voir les remparts avec Patrick Roy et tout ça au Colisée Pepsi dans le temps. Puis c'est sûr que tu sais, je comptais pour les remparts et tout ça, mais quand je suis arrivé pour l'Armada, tu sais, ça a été vraiment je pense, une motivation de jouer devant chez soi. Puis tu sais, tu sais, justement, devant l'équipe que tu as grandi, t'as grandi à supporter. Donc, c'était les matchs que j'ai pu participer au Centre Vidéotron, c'était vraiment des parties spéciales. Puis, tu sais, je savourais chaque moment. Je suis vraiment chanceux d'avoir pu vivre ces moments-là devant ma famille, devant mes amis, tout ça. C'était vraiment, c'était une expérience particulière là, devant autant de partisans comme ça aussi là, au Centre Vidéotron. C'était incroyable.
Oui, j'avais été à un de ces matchs-là, justement, que tu avais disputé au match au centre Vidéotron, en fait, contre les Remparts. Puis il y avait beaucoup de partisans de toi, puis de la famille d'Alex Alex Barré-Boulet aussi à l'époque, qui venait de ton coin aussi, dans le coin de Montmagny. Là. Donc, c'est un beau moment à voir aussi toute la famille derrière toi. Je veux qu'on parle aussi un peu de tes anciens coéquipiers. Y a-tu un coéquipier de ton parcours junior que tu vas te rappeler toute ta vie, vraiment, tu sais, ton best, là? Y a-tu quelqu'un que vraiment tu vas garder contact vraiment toute ta vie? Y en a-tu un qui sort un peu plus du lot dans ta tête? Ben, je pense que tous les gars que justement que j'ai connus dans ma carrière junior vont toujours rester un petit peu spécial parce que ça va être des coéquipiers, mais aussi des amis. C'est sûr, j'ai bâti certaines amitiés un petit peu plus fortes que d'autres, mais j'ai pas vraiment une amitié en particulier, mais il y a certains, justement, quelques gars que tu sais, je texte régulièrement puis que tu sais, je garde contact avec eux plus souvent puis qui vont tu sais, rester dans mon cercle d'amis un petit peu plus proche, là. Ah, des gars comme Charles-Antoine Giguère aussi, je pense que vous avez Ouais, une bonne relation. ouais, Que, ouais, tu sais, je sais que vous êtes restés proches quand même si vous vous affrontiez ouais. par la suite. J'avais des demandes d'un et l'autre. Peux-tu me prendre en photo pendant que je score contre, contre Émile ou l'autre? Est-ce que tu peux me prendre pendant que je la save? C'est quand même le fun de vous voir compétitionner un contre l'autre. Puis, tu sais, il y a une bonne rivalité aussi, mais c'est comment affronter un ancien coéquipier, justement, que tu as côtoyé, puis là, il tire contre toi. Comment que c'est? Ben, c'est sûr, c'est spécial, là, justement, mais tu connais les petites manies de l'autre, tout ça, mais c'est spécial, mais c'est surtout, c'est vraiment plaisant de les affronter puis les revoir parce que durant la saison, ça dépend quelle équipe que tu affrontes, mais comme Charles-Antoine, justement, on les a affrontés 4 fois cette saison, ben, comme moi, donc à chaque fois qu'on qu'on avait la chance de s'affronter, ben, c'était le fun de le revoir puis de se parler quelques minutes, là, puis jaser, de savoir comment ça allait de son côté, puis ça, là, c'est toujours des moments vraiment plaisants, là. Ah, effectivement. C'était beau à voir aussi une fois au centre de la patinoire, dans l'échauffement. Certains des joueurs qui se connaissent bien se réunissent. Puis ça prend des belles photos pour le photographe, mais c'est intéressant aussi pour les partisans. Quelques petites questions en terminant. Joël Bouchard, ça a été vraiment quelqu'un qui t'a fait confiance aussi à tes débuts avec l'Armada. On sait qu'il peut être difficile aussi au niveau. Tu sais, c'est quelqu'un qui a un gros caractère, qui en demande, qui est très exigeant envers ses joueurs, mais c'est quelqu'un qui va aller chercher le meilleur de chacun. Toi, comment tu as vécu ta relation avec Joël à tes débuts? Tu étais quand même Ouais. très jeune aussi. Là. Joël, tu sais, Joël, c'est quelqu'un qui est exigeant, mais il sait ce qu'il veut. Puis si tu apportes ce qu'il veut, ben, tu sais, ça va être quelque chose de positif pour toi parce qu'il va t'aimer. Puis, tu sais, il est exigeant, mais tu sais, justement, il nous laisse savoir il nous laissait savoir c'est qu'est-ce qu'il voulait. Donc, tu sais, ça, je pense que c'est quelque chose de très positif. Puis, tu sais, c'est un gars c'est un passionné, ça aussi. Puis, tu sais, ça paraît dans la façon qu'il coach, dans la façon que, justement, qu'il vit, justement, là, tu sais, il vit pour le hockey. Puis, tu sais, c'est vraiment motivant de jouer pour lui parce que c'est un passionné. Puis, moi, en tant que passionné aussi de hockey, ben, tu sais, ça nous donnait l'engouement, justement, de continuer de travailler pour lui. Puis, tu sais, c'est vraiment, Joël, ça a été quelqu'un aussi tu sais, ça a été le coach qui m'a donné ma chance, tu sais, ma première chance avec l'Armada. Donc, je vais toujours être reconnaissant envers Joël pour la chance qu'il m'a donnée à ma première année avec l'Armada. Là. Puis, tu sais, j'ai que des bons mots à dire envers Joël. Là. C'était vraiment, il mérite le succès qu'il connaît en ce moment à Laval. Là. Oui, effectivement. Puis, tu sais, on voit, ça prend un certain temps d'adaptation aussi, tu sais, pour un entraîneur, surtout, de donner je peux dire, de donner sa couleur à l'équipe. Parce que, tu sais, on a vu avec l'Armada, tu sais, toi, tu es arrivé, c'était déjà implanté. Fait que, tu sais, tu rentres dans le moule, puis tu suis dans le bateau, puis, tu sais, faut que tu sois vraiment dans l'équipe. Mais, tu sais, quand il est arrivé avec le Rocket, c'était différent. C'était plus des jeunes, tu sais, ça a pris. Première année n'était pas facile. Puis là, on a vu que le Rocket a vraiment eu la couleur Joël Bouchard cette saison. Puis on voit aussi beaucoup d'anciens de l'Armada aussi, comme Alexandre Alain et Joël Teasdale, qui vont être avec eux l'an prochain. Et puis, toi, comment tu as vécu justement le changement de couleur, carrément au niveau coach? Parce que là, on a vu Bruce Richardson arriver avec l'Armada, remplacer Joël. Ça a été quand même un niveau, une approche différente, un coach complètement différent dans le vestiaire. Est-ce que ça a pris? Parce qu'on a vu un certain temps aussi d'adaptation. Là. Les premiers temps étaient peut-être moins faciles, mais après ça, on a vu vraiment c'était quoi une équipe de Bruce Richardson. Ouais, je pense que ça a été justement une période d'adaptation. Je pense que Bruce il a un petit peu le même caractère que Joël. Puis, avant tout, comme j'ai dit, c'est un passionné, Bruce. Puis, ça se reflétait bien aussi. Je pense que la raison pourquoi Bruce a obtenu le poste avec l'Armada, c'est qu'il cadrait bien avec les valeurs de l'Armada. Oui. Puis, je pense que la transition s'est très bien faite. Bruce a gardé beaucoup l'ADN de l'équipe, de l'Armada que l'équipe avait avec Joël.
Donc, ça a été très bénéfique. C'est sûr qu'au début, ça a été une période d'adaptation avec Bruce les premières semaines, premiers mois. Mais cette année, justement, là, on a vu là, que la chimie est vraiment opérée. Puis, on a embarqué, je pense, avec ce que Bruce nous vendait cette saison. Donc, c'est vraiment Joël et Bruce, je pense, c'est deux individus ils sont un petit peu semblables dans leur caractère. Donc, ça a été bénéfique le changement. Je pense ils ont vraiment ils ont vraiment engagé la bonne personne en Bruce Richardson. Oui, effectivement, on entendait plein de candidats, des Patrick Roy qui étaient disponibles à ce moment-là, des Bob Hartley, on a entendu toutes les sortes. Puis quand le nom de Bruce Richardson est sorti du lot un peu, on a dit ah, OK, c'est qui? Ce coup, on n'était pas certain de. Là, on a entendu un peu son parcours. Il y avait plusieurs sceptiques, mais je pense que là, il a fait taire tous les sceptiques en prouvant qu'il garde, il a sa place comme entraîneur de l'Armada, puis il est capable d'apporter une belle couleur, une autre dimension aussi, qui a réussi quand même à solidifier aussi l'esprit d'équipe. Là. L'équipe qu'on a connue en deuxième moitié de saison, je pense que c'est vraiment l'identité de l'Armada aujourd'hui. Oui, ouais, ça a été vraiment bénéfique. Puis je pense que Bruce, ça paraît pas, mais il y a quand même beaucoup d'expérience, que ce soit en tant que joueur ou en tant En qu'entraîneur. Europe. Donc, justement, ça a été quelqu'un qui il a jamais eu les choses faciles comme joueur de hockey parce qu'il était il était petit comme moi. Mm-hmm. Donc, il a fallu qu'il travaille aussi plus fort que les autres pour justement arriver à ses objectifs. Mais c'est ça qui est beau à voir parce que on peut prendre un petit peu exemple sur lui dans son parcours de hockey. Puis, il a aussi coaché il y a 2 ans à Victoriaville, Oui. Bruce. Donc, il y avait un petit peu d'expérience avant d'arriver avec l'Armada. Je pense que ça a été vraiment bénéfique pour l'Armada. Là. Puis, c'est vraiment, au bout de la ligne, ça a vraiment été un bon choix. Puis, je suis vraiment heureux pour lui de la prolongation de contrat qu'il vient d'obtenir là, quelques semaines. Là. Effectivement, on le salue aussi, puis félicitations Bruce pour ce beau travail. En terminant, Émile, on aimerait savoir un peu, c'est le rêve ultime d'Émile Sanson, en fait. Est-ce que c'est d'atteindre la Ligue nationale? Si oui, quelle équipe? Puis, tu sais, mouille-toi un peu dans ce Non, mais en fait, as-tu des objectifs un peu, un rêve que tu as vraiment l'intention d'atteindre dans un avenir rapproché? J'imagine que c'est la Ligue nationale, mais on veut t'en entendre parler. Ouais, c'est sûr que, comme tous les joueurs de hockey, c'est la Ligue nationale que je rêve depuis que je suis tout petit. Puis, mon but ultime, ce serait de justement atteindre cette ligue-là. Mais, moi, euh, j'aimerais gagner ma vie en jouant au hockey. C'est ma passion. Puis, j'aimerais jouer au hockey professionnel dans la vie. Donc, c'est quelque chose que je travaille à chaque jour pour atteindre cet objectif-là. Puis, je compte bien l'atteindre. Même si ça ne sera pas facile, ben, c'est quelque chose que je veux atteindre, que c'est un de mes objectifs, puis à court ou long terme, après l'universitaire. Donc, je vais travailler mon parcours universitaire pour justement arriver à cet objectif-là. Puis j'ai bien hâte de voir ce que l'avenir me réserve, mais je ne suis pas nécessairement stressé là, avec ça. Là. Je vais continuer à contrôler ce que je peux contrôler comme j'ai fait durant mon parcours junior. Puis il arrivera ce qui arrivera là, rendu euh, après ma carrière universitaire. Ouais, c'est très bien dit. Puis l'équipe préférée d'Émile Sanson quand il était jeune, c'était-tu le Canadien ou vu que tu es de Québec, j'imagine que tu n'étais pas fan des Canadiens non plus à l'époque, là, mais c'était qui, toi, t'aimais suivre quand tu étais plus jeune? Quand j'étais plus jeune, c'était plus les Penguins. Ben, les Canadiens, je les ai jamais haïs, mais c'est pas mon équipe. J'aime ça regarder leurs matchs, mais c'est pas. Je suis pas un parti fini, mais quand j'étais jeune, c'était plus les Penguins de Pittsburgh. Les Penguins de Pittsburgh avec de Marc-André Fleury, tout ça. Puis là, depuis qu'il est avec, qu'il est avec les Golden Knights, ben, c'est vraiment les Golden Knights, surtout avec la chimie d'équipe qu'ils ont pu construire. Là, c'est vraiment inspirant, là, leur parcours, Ah tout ouais. ce qu'ils ont su accomplir dans les dernières années. Personne ne croyait en eux, les Golden Knights. Puis Ah, ils surtout ont quand même là, pu 2 ans. Là, en finale. Là, fait que, ah, c'est vraiment, ça me donne quasiment des frissons là, à entendre parler de leurs histoires. Puis tout ça, des fois, je regarde des vidéos des Golden Knights, puis c'est inspirant là, leurs histoires. Puis surtout avec Marc-André Fleury, c'est un autre gars qui est passionné de ce qu'il fait. Puis ça paraît, là, le gars, il travaille, puis il se donne toujours à 110%. Puis ça paraît que ce gars-là, c'est un passionné. Donc c'est vraiment beau à voir. C'est pour ça que les Golden Knights, c'est mon équipe là, dans la Ligue nationale. Là. ah, c'est très bon à savoir. Puis en même temps, Marc-André Fleury, c'est vrai qu'il a un style qui te ressemble énormément aussi. Tu sais, je pense que c'est un gars qui combat beaucoup la rondelle aussi, qui se déplace énormément rapidement. Puis, tu sais, je pense qu'effectivement, ça paraît que tu t'inspires de lui aussi. Là, vous avez un style très similaire. Mhm. Deux questions en terminant, Émile. Je peux dire, un match qui va te rester mémorable vraiment dans toute ta carrière junior avec l'Armada. Y a-t-il un match en particulier que tu vas dire ça, je l'oublierai jamais, c'est mon match fétiche?
Ouais, ben, je pense que ça serait le match numéro un en finale de la Coupe contre le Titan d'Acadie Batters en Ouais, 2018. la Euh, bronze. J'en ai encore des frissons quand je fais juste y repenser. Tu sais, Incroyable. les estrades étaient pleines à craquer. On a gagné ce match-là 4-1, puis tu sais, c'était vraiment. Le monde y Euh, croyait, là. hein? Le monde y croyait. On avait Ouais, c'est vraiment ça, là, c'est vraiment, l'espoir. on sentait tu sais, on était comme sur un nuage, puis on sentait vraiment là, l'atmosphère, là, c'était, tu sais, ça va rester dans ma mémoire toujours, là. Puis aussi, tu sais, le match numéro 7 le match juste avant contre Charlottetown en demi-finale, qui était aussi quelque chose d'assez spécial à vivre, là. Tu sais, chaque match m'a apporté beaucoup, mais ces deux matchs-là, là, je pense que c'est vraiment des matchs qui vont me marquer, puis qui vont rester dans ma mémoire très longtemps. Ah, puis c'est drôle que tu dises ça parce que la photo la plus marquante que j'ai eue de mon parcours avec l'Armada, c'est l'arrêt que tu as fait dans le match 1, un arrêt spectaculaire avec la mitaine. Et puis, j'ai été au bon moment, au bon endroit, mais c'est quoi? Je me souviens encore, tous les partisans des estrades étaient là. Oh, quel arrêt! Puis, ils voulaient tous voir la photo, quoi qu'elle ressemblait. Puis, au ralenti, c'était où que la rondelle, tu l'avais captée. Puis, tu sais, c'était incroyable, vraiment, ce moment-là. Là, on voyait que tout le monde voulait la gagner. Puis, Ouais, tu sais, il y avait un but, puis le toit voulait exploser. Là. Fait que ouais. tous C'était ceux pas qui n'ont trop pas eu la chance de voir un match junior là, en passant, là, c'est dès que les partisans auront le droit d'accéder aux estrades, là, allez-y, encouragez vos équipes ouais. juniors respectives de votre région. C'est comme Émile disait, ils ont besoin de ça. C'est pas des marchés qui font des équipes qui font énormément d'argent. C'est vraiment pour vous procurer, vous donner la chance d'encourager la relève. Tu sais, vous voyez des gars qui vont atteindre la Ligue nationale de hockey, tu sais, un calibre qui est des plus relevés en Amérique du Nord. Puis c'est un jeu rapide. C'est des jeunes souvent fougueux, dynamiques, un peu baveux. Puis il y a de tout dans cette ligue-là. Puis c'est vraiment une ligue que je suggère très, très, très certainement à tout le monde qui écoute présentement. Et puis, en terminant, Émile, j'ai beaucoup de jeunes qui nous écoutent, des jeunes qui sont sportifs, joueurs de hockey. Qu'est-ce que tu veux leur dire comme conseil pour un jeune gardien de but ou un n'importe qui nous écoute, une fille peut-être même, qui n'a pas un parcours parfait qui s'en vient devant, il n'y a pas un chemin tracé d'avance. Qu'est-ce que tu Mhm. lui suggères pour s'inspirer d'Émile Sanson? Ben, c'est ça, justement. Peu importe le sport qu'ils pratiquent ou ben, peu importe tu sais, ce qu'ils pratiquent dans leur vie, ben, je pense que le plus important à retenir, c'est que quand tu es passionné de quelque chose, ben, tu sais, il n'y a pas vraiment personne qui peut t'arrêter. Tu sais, moi, en arrière de mon masque, je sais pas si tu l'as lu un petit peu, mais moi, ça, c'est Oui, mon proverbe là, du film The Pursuit of Happiness avec Will Smith. Là. merci. Euh, C'était une de mes questions. Don't ever let someone tell you that you can do something. You got a dream, you got to protect it. When people can do something themselves, they're going to tell you you can do it. If you want something, go get it, period. Ça veut dire que, tu sais, si mettons, je le traduis un petit peu en français, ça veut dire que si tu veux quelque chose, là, laisse jamais personne euh, pouvoir te dire que tu n'es pas capable de l'accomplir parce que si, justement, ces personnes-là, ça t'atteint, ben après ça, ben ça, même toi, ça peut t'atteindre dans ton esprit dans ton esprit. Donc, il faut vraiment que tu crois en tes rêves, puis tu crois en ce que tu fais, puis d'être passionné, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important dans la vie. C'est vraiment la passion, je pense, qui amène au prochain niveau, puis qui fait performer. Donc, s'il y a une chose que je veux que les jeunes retiennent, ben, c'est d'être passionné dans la vie puis de croire en leur rêve. Puis, euh, c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis je leur souhaite tout le meilleur puis tout ce qu'ils veulent accomplir dans leur vie parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable d'accomplir, quelque chose que quelqu'un ne croit pas en toi. Là. C'est vraiment après ça, tu peux vraiment être fier puis de repenser à ça. C'est vraiment, non, c'est vraiment, ça me donne des frissons de repenser à ça. Là, il y a quelques années, là, avant mon parcours dans la Ligue junior majeure du Québec, là, que personne ne croyait en moi, mais que maintenant, là, je peux regarder ça d'en arrière puis dire, crime, j'ai réussi à accomplir ça. C'est pas encore fini, mais j'ai déjà réussi à accomplir ma carrière junior. Puis, c'est quelque chose vraiment que je suis fier et que je vais toujours l'être dans ma vie là, parce que justement, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui croyait en moi. Là. Alors, effectivement, je me souviens aussi, comme tu disais à tes débuts, les gens qui y croyaient étaient minces. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup, mais il y avait une personne qui y croyait surtout, puis c'était Émile Sanson. Puis tu as vraiment continué dans cette veine-là, tu n'as jamais abandonné et tu es devenu gardien de but numéro 1 de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Écoute, c'était extrêmement inspirant, Émile. Tu as vraiment résumé parfaitement ta carrière. Parfaitement le parcours d'un gardien qui n'est pas orthodoxe, qui est vraiment qui sort du lot au niveau, je pourrais dire, du gabarit idéal. Tu as vraiment, toute ta carrière, tu as été déterminé.
Puis, tu sais, je pense que c'est super inspirant pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Et puis, en terminant, je veux prendre le temps de te remercier, en fait, personnellement, parce que tu as été vraiment génial avec moi du début à la fin. C'est pas tous les joueurs non plus qui prennent le temps de juste te dire salut ou te taper dans une chaise en passant ou, tu sais, juste d'avoir une certaine reconnaissance aussi. Puis, tu sais, tu m'as remercié souvent pour les photos que je t'ai prises de toi aussi. Puis, c'est vraiment apprécié, je tiens à te le dire. Puis, continue d'avoir cette belle générosité-là, cette belle approche. Puis, ça va clairement te sauver pour l'avenir. Ben, merci à toi. C'est grâce à des gens comme toi, puis tout ça, passionnés par ce qu'ils font. Puis, tu sais, les partisans passionnés aussi qu'on est capable de vivre notre rêve. Fait que je vous remercie tout le monde. Puis, c'est vraiment grâce à vous autres que j'ai pu accomplir mon rêve de jouer dans la GMQ, là. Ben écoute, un gros merci, Émile. Et puis, on continue à te suivre avec l'Université de Moncton l'an prochain, espérant qu'il va y avoir du hockey très rapidement aussi. Puis, je suis convaincu qu'on va te voir dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale très prochainement parce que tu n'as pas fini de nous surprendre, Émile Sanson, sans aucun doute. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir été là pour ce 10e épisode déjà du Made in Québec podcast en compagnie de Émile Sanson de l'Armada de Blainville-Boisbriand et puis qui continue maintenant son parcours de vie dans l'Université de Moncton. Alors, merci et bonne écoute du prochain épisode du Made in Québec podcast.